Bonjour à tous et à toutes. Le joyeux Noël, bien sûr. Je souhaiterais dire aux Congolais un petit mot en cette fin d'année pour, comme d'habitude, donner un peu de courage à ceux qui n'en ont pas ou qui l'ont perdu. Je veux parler notamment de l'armée parce que dans notre armée, aujourd'hui, on a le sentiment que le courage n'existe plus. Bon. Je voudrais quand même que les Congolais sachent un certain nombre de choses. Je ne vais pas être long, mais assez explicite. D'abord, pour commencer, je voudrais dire que je suis assez bien informé simplement parce que j'ai grandi avec un oncle qui a été dans les services de renseignement. Ça se connaît très bien. Aujourd'hui, il est décédé. Et il m'avait souvent révélé pas mal de choses quand j'étais plus jeune. Et il s'agit de Obon Ongolo, pour ceux qui connaissent. Il a beaucoup travaillé avec Ngwabi, et ça se le sait. Alors, je le dis pour que les gens comprennent bien qu'il y a dans ce pays des gens ou des jeunes qui connaissent des choses parce qu'ils ont eu la chance d'évoluer dans un univers de personnes qui connaissaient des choses. Je souhaiterais parler un tout petit peu, comme disent les Anglais, un tout petit peu, voilà, de Ngwabi. Parce que j'ai révélé il n'y a pas longtemps, par écrit, petite information pour moi, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui étaient certainement au courant. Parce que vu ce que vit mon petit Dominique Ngwabi, mon bleu, de l'école militaire, donc je souhaiterais parler un peu de Ngwabi. Ngwabi était un homme aimé des Congolais, mais les Congolais ne connaissaient pas forcément bien Ngwabi. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un oncle, M. Obon Ongolo, qui a été dans les services de renseignement et qui a travaillé aux côtés de Marien Ngwabi et qui me racontait un certain nombre de choses pour que je ne sois pas, je veux dire, aveugle. Voilà. Donc, Ngwabi est mort en 1977, comme tout le monde le sait, le 18 mars. Avant sa mort, il régnait au Congo un climat de tension. Un climat qui était dû au fait que Marien Ngwabi suspectait M. Sassou Nguesso de faire la cour, pour ne pas dire sortir avec sa femme, Céline. Un bon jour, Marien Ngwabi a eu au bout de fil un homme dont la voix ne faisait pas de doute selon lui que c'était la voix de M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso avait appelé chez Ngwabi et voulait parler à sa femme, Céline. Elle est encore en vie, donc ce que je dis, si c'est faux, eh ben, Céline peut démentir. Mais en tout cas, je ne dis pas souvent des faussetés, donc voilà. Et donc, il y a un homme de service qui décroche le téléphone et qui laisse patienter pour aller chercher Madame Céline. Et en tout temps, Ngwabi, que Sassou croyait certainement sorti de chez lui, est revenu, je ne sais pas s'il venait rechercher quelque chose, mais en venant, il voit le téléphone décroché et le combiné laissé de côté. Donc, un homme curieux, il prend le combiné et il dit allô, ben, Sassou répond au bout de fil, et rapidement Sassou comprend que c'était Ngwabi et il coupe. Et Sassou, Ngwabi le connaissait, donc Ngwabi a reconnu le timbre de la voix et dit mais ça c'est Sassou. Mais dans le doute, il a voulu vérifier cela. Comme Ngwabi était, on va dire, un homme un peu impulsif par moment, au lieu de faire travailler discrètement les services pour découvrir qui était l'auteur de ce coup de fil, il s'est lui-même mis à s'agiter, il est allé jusqu'au PTT pour vouloir retracer d'où venait le coup de fil pour avoir le cœur net. Bon. Lui était convaincu que c'était ça sur le bout de fil. Mais toujours est-il que
les gens, je ne sais pas si c'était comme ça était dans les services d'enseignement. Certainement, il y avait ces hommes qui ont empêché Ngouabi de découvrir cette vérité. Mais il était vraiment remonté contre, Ngouabi était remonté contre Sassou. Et c'est Yombi qui, encore comme d'habitude, vient jouer les sauveurs, qui dit à Ngouabi, voilà, nous ne sommes pas nombreux, donc il ne faut pas le frapper parce que déjà nous ne sommes pas nombreux. Enfin, Ngouabi a éteint le feu. Non, pardon, Yombi a éteint le feu. Mais Ngouabi, on avait au travers de la gorge. Hein. Et comme si cela ne suffisait pas, le même Sassou, avec sa fameuse femme Antoinette, qui ne met pas au monde depuis qu'elle est avec Sassou, parce qu'elle a eu 2 enfants avant, avec un homme de Chaumont, hein, Bongonora, et donc le fils c'est Christ, et puis elle a eu avant Christ une fille, Sandrine, comment elle s'appelle déjà? Voilà. Bon, enfin, bref, le nom m'échappe, mais enfin, Blandine, voilà, qui était d'ailleurs mariée à Gom. Avant cela, elle s'était aventurée avec beaucoup de personnes, hein, Jean-Claude Kakou, mon papa Otina, vieux Otis, que l'on voulait d'ailleurs imposer. Otis qui est l'ami de Mokoko, la même promotion. Et c'est d'ailleurs par Otis que j'ai connu Mokoko quand j'étais jeune. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur cela. Ce n'est pas l'objet de cette petite intervention aujourd'hui. Donc, Yombi a été le feu, Mais le même Sassou, je disais, avec sa femme qui ne met pas au monde, à l'époque au Congo, il y avait un seul couple de gynécologues, c'était des Français, qui s'appelait Roux. Le docteur Roux et son épouse étaient, on va dire, les seuls gynécologues au Congo. Et Madame Sassou est allée voir donc le docteur Roux au sujet de son problème, hein, puisqu'elle ne mettait pas au monde. Et cette fois-là, excédée, parce qu'elle avait visité plusieurs fois. Hein. Et cette fois-là, excédée, le docteur Roux dit d'une manière un peu fâchée, hein, il dit de toutes les façons, arrête de nous emmerder parce que jamais plus tu ne mettras au monde. Et Madame Sassou, vexée, rentre chez elle en pleurs et vient dire à son mari ce que lui avait dit le docteur Roux. Alors Sassou, ministre de la Défense, parce que là c'était après le fameux mouvement du 12-12, donc avec l'état-major spécial où ils étaient 5. Sassou est donc ministre de la Défense. Et il se permet, sans s'en référer au président Marin Ngouabi, il expulse, on va utiliser le mot comme il se doit, il expulse le couple des gynécologues qui se retrouve donc au Gabon. Et Ngouabi l'apprend peu après. Et suivez bien ce que je dis pour que vous compreniez un peu la suite des événements. Après, chacun tirera ses conclusions. Alors, le couple Roux donc refoulé Manu Militari, son ménagement, ça me fait rappeler mon ami Eddie Smith. Et Ngouabi, apprenant cela plus tard, est vraiment fâché, remonté, donc cumulativement avec ce qui s'est passé sur le coup de fil sur Céline. Et là encore Sassou, le même, qui se permet une telle liberté de refouler le seul gynécologue que le Congo, que Brazzaville avait à l'époque. Et Ngouabi, dans tous ses états, il dit, encore une fois, comme il ne savait pas trop, il n'avait pas assez de tact, si vous voulez. Quand il était fâché, il sortait ce qu'il voulait. Et en tout cas, il exprimait clairement sa pensée, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, parce qu'il mettait la puce à l'oreille à ses adversaires. Il pouvait ruminer sa colère sans forcément sortir sa pensée. C'est ce que Sassou fait d'ailleurs. Hein. Sassou, certainement, en ayant tiré des enseignements des erreurs de Ngouabi, a compris que vaut mieux ruminer sa colère, mais pas forcément exprimer ce que l'on pense, parce qu'on met dans la tête de son adversaire un certain nombre d'idées qui peut, et lui, s'il est intelligent, il peut dévancer. C'est ce qui arrive d'ailleurs en Ngouabi. Alors Ngouabi vient, dans sa fougue, il dit à Sassou, ça y est, c'est fini, je vais te virer cette fois, clairement. Et donc Ngouabi s'est préparé pour organiser un nouveau congrès extraordinaire qui devait, où le but c'était de virer Sassou. Et Ngouabi, ça c'est mon oncle hein, qui me raconte, hein.
Et Sassou, pris de peur, déjà pour cette histoire de Céline, hein, il était vraiment, il croyait que c'était fini hein, pour lui. Alors Sassou, intelligemment, comme Yombi, le même Yombi toujours, que Sassou a beaucoup manipulé aussi. Voilà encore un été, malheureusement, qui lui aussi s'est fait beaucoup manipuler par Sassou. D'ailleurs, je voudrais quand même dire aussi, avant de continuer, que Ngouabi, bien qu'ayant une fibre nationaliste, on va le dire, il avait quand même un côté, on va dire, tribaliste aussi. Parce que, bon, tribaliste peut-être pas, mais je voulais dire, il pensait, lui aussi, je pense à l'époque, à une conservation du pouvoir de la partie nord. Parce que lui, il disait, à qui voulait l'entendre, que s'il devait lui arriver quelque chose de grave un jour, il aurait souhaité que l'après lui soit assuré. Il y avait 4 personnes en tête. Donc il y avait en premier lieu Yombi Opango, il y avait ensuite Katali, il y avait Nyombela et il y avait Sassou. Bon. L'un des critères très déterminants chez Ngouabi, c'était, on va dire, la cupidité. C'est-à-dire ceux qui aimaient vraiment l'argent. Ngouabi n'aimait pas trop les gens qui étaient attachés à l'argent. Sassou, certainement ayant des renseignements, puisqu'il a beaucoup baigné dans ce monde, il savait que c'était le point qui allait être déterminant dans la décision de Ngouabi. Donc, lui, il s'est toujours arrangé pour montrer à Ngouabi qu'il était totalement désintéressé par l'argent. Que lui, l'argent, c'était pas trop son truc. Et que les Yombi, d'ailleurs on l'appelait le bourgeois, hein, Yombi, Nyombela, Katali, enfin les 3 autres s'étaient seulement fait avoir ou se fait piéger, et que Ngouabi avait toujours entendu parler d'eux en mal lorsqu'il s'agissait des problèmes d'argent. Donc, du coup, ça soit apparaissait comme l'homme idéal, mais en réalité c'était un salaud, puisque au Congo, aujourd'hui les Congolais voient que Sassou, finalement, un bon villageois qui se retrouve aujourd'hui dans une position où il croit que l'argent c'est la clé de toute chose. Et d'ailleurs, pour nous qui avions grandi dans le même univers que ses enfants, nous savons que dans les années 80, on avait tous le sentiment que même à ses enfants, Sassou ne mettait pas l'argent en avant. Bon, mais c'était un jeu hein, qu'il jouait à l'époque. Le PCT était encore bien structuré. Aujourd'hui, il considère que il a conquis tout. Donc, il laisse libre cours à ses vraies passions où son vrai caractère ressort aujourd'hui. Alors, Ngouabi, donc fâché, s'énerve, il dit à Sassou que cette fois-ci c'est fini. Donc il s'active pour préparer un congrès qui allait finalement virer Sassou mettre Sassou de côté. Bon. Mais Sassou ayant été averti, il se rapproche donc en ce moment-là des Yombi, parce qu'il se remuait. Hein. Il dit, à force de faire ça aux autres, un jour il ne faut pas être surpris si les autres aussi se vengent. Ça c'est Sassou qui parle comme ça hein, de Ngouabi, dans ces milieux. Bon, mais comme je vous ai dit, les longues oreilles savent toujours. Donc mon oncle me raconte toutes ces choses-là qui sont vraies. Alors, Yombi qui avait donc été viré le 12-12, se retrouvant aux grands travaux publics, et donc fait alliance avec Sassou. Donc c'est des deux Sassou, voyant venir le coup, il anticipe. Donc en ce moment-là, Sassou et Yombi deviennent amis parce que Ngouabi fait du mal aux autres. En fait, c'était ça. Donc il faut qu'on les surprenne, il faut qu'on les devance. En tout cas, l'affaire du docteur Roux avait mis Ngouabi dans tous ses états. Donc, alors, à partir de là, Sassou et Yombi s'activent. Et pour faire court, Ngouabi sentant venir le danger, parce que le climat était vraiment délétère hein, dans le pays, et les services de renseignement travaillaient, donc Ngouabi avait des informations, notamment au niveau de sa garde qui était totalement désorganisée par Onga. Alors Yombi, plutôt Ngouabi, excusez-moi,
décident de se faire garder par des Cubains. Alors, voyant que ça devait être un peu plus difficile pour eux dans ces cas-là, alors les Kouyou et les Sassou, Kouyou donc mené par Yombi, Onga, et appuyé par Sassou derrière, ont décidé de créer les conditions de faire en sorte que Ngouabi se débarrasse de sa garde cubain. Et donc, il y a une réunion secrète qui se tient à Talangaï, chez Osombo, et cette réunion secrète-là, au cours de cette réunion secrète, les Kouyou décident de faire passer un message auprès de ce qu'ils appellent des sages, hein, puisque ce mot-là revient souvent dans ce milieu. En fait, c'est les vieux sorciers du village. Voilà. Comme tous ces gens-là ont grandi dans ces milieux-là, bon, pour eux, la pensée ou les dires de ces vieux-là comptent beaucoup plus que tout. Comme ceux qui croient en Dieu. Hein. Alors, quand un pasteur parle, pour eux, c'est une vérité absolue. Et c'est la même chose que tous ces vieux-là. Quand il s'agit de la parole d'un vieux du village, alors ils ont plus peur. Alors ces vieux, donc on réunit des gens discrètement à Talangaï chez Sombo, et l'objectif c'était de convaincre Ngouabi de chasser les Cubains de sa garde. En fait, il cherchait un moyen pour libérer le terrain. Alors, le but c'était de dire, voilà, Ngouabi se comporte comme si les Kouyou étaient des peureux, comment est-ce qu'il peut se faire garder par des Cubains, alors que les Kouyou sont là, donc c'est comme une manière de dire que les Kouyou n'étaient pas braves. Bon, finalement, après cette réunion secrète à laquelle d'ailleurs stratégiquement Sassou et Yombi n'ont pas pris part, mais ce sont eux qui ont organisé, mais bon, enfin, il y avait les services secrets qui avaient infiltré. Donc l'information arrive chez Ngouabi. Toujours est-il que 2 jours après, et là, je veux le dire très rapidement, là nous sommes le 6 mars 1977. Le 6 mars 1977, des vieux Kouyou viennent donc voir Ngouabi et arrivent à le convaincre de ce qu'il n'y avait pas lieu de se faire garder par des étrangers parce que ça faisait honte à la tribu Kouyou. Bon. Ngouabi, comme je vous l'ai dit, porté par certainement ses croyances ancestrales, décide donc de retirer les Cubains de sa garde. Mais figurez-vous que là, nous sommes le 6, je l'ai dit, le 6 mars 1977. Et le 18 mars, il est tué. Bon. Alors, je laisse chacun réfléchir. Mais avant cela, déjà, il y avait des tracts qui circulaient dans Brazzaville. Et ces tracts-là étaient signés Cobra. Écoutez bien, hein, le mot Cobra. Alors, est-ce une coïncidence? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en 1997, lors de la guerre du 5 juin, en tout cas, Sassou crée sa milice en 1993 ou 95, 96, j'en sais rien, mais enfin, et surnomme cette milice Cobra. Donc exactement le même nom que le tract qui circulait déjà en 1976 sur Ngouabi. Voyez-vous? Bon, ce sont des petits faits comme ça qu'il faut relever pour que ceux qui ont la jugeote tirent leurs conclusions. Mais moi, je n'en tire aucune conclusion. Hein. Toujours est-il que là, je relate un peu les faits, conformément à ce que me racontait mon oncle. Alors, donc, qui a tué Ngouabi? Je pense que Dominique, je ne parle pas de Dominique Okemba, puisque les deux ont le même nom, les deux c'est les Dominique, l'autre c'est Jean-Dominique, mais généralement les gens appellent Okemba par Dominique, rares sont ceux qui dans le milieu l'appellent Jean-Dominique. Donc cette petite confusion-là, je la relève pour que le petit Dominique sache que cette histoire qui aujourd'hui, enfin, l'histoire qu'on voudrait lui coller, on parle des gens de Dominique qui sont allés retirer je ne sais trop quoi, bon, il s'agit de quel Dominique? Voilà la bonne question. Est-ce que c'est Dominique Ngouabi ou bien c'est Dominique Okemba? Bref, donc pour revenir rapidement à cela, les Congolais doivent donc tirer les conclusions. Je ne dis pas que c'est Sassou qui a tué Ngouabi. Je ne dis pas non plus que c'est Yombi qui a tué Ngouabi. Mais je relate
c'était une vérité cachée. Est-ce que c'est un hasard que le 6 mars 1977, les sages Kouyou, envoyés par Sassou, Yombi, Onga et autres, convainquent Ngouabi de retirer les Cubains de sa garde. Et le 18 mars, Ngouabi est tué avec une garde complètement désorganisée. Quand je le dis, les Ngobos sont encore vivants. Et Wolo Oscar, qui est de la cuvette ouest comme moi, est encore vivant. Et ils sont nombreux à être encore vivants qui savent que la garde de Ngouabi était désorganisée. Et d'ailleurs, peu de temps avant, il y avait un jeune, Kouyou, de la garde, qu'on avait envoyé à la villa Shanghai, chez Ngouabi. C'est tellement pour aller, puisqu'ils croient encore une fois beaucoup à ces choses-là. Ils étaient convaincus que Ngouabi avait des pouvoirs mystiques là-bas, et que ce jeune devait aller retirer ses pouvoirs pour affaiblir Ngouabi. Et il se trouve que ce jeune, au sortir de là, est devenu fou. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je donne un peu des éléments pour que les Congolais essaient d'analyser, pour que les gens comprennent bien quand Jean-François Probe dit que c'est Sassou qui a tué Ngouabi. Bon. Moi, je dis seulement qu'il y a des éléments qui, mis bout à bout, peuvent faire réfléchir les uns les autres. Donc je dis, il y a eu l'affaire de coup de fil de Sassou à Céline, que Ngouabi a intercepté. Ensuite, il y a eu l'affaire qui a mis Ngouabi dans tous ses états sur le docteur Roux. Et la décision de Ngouabi, dans sa colère, de dire à Sassou, je veux te virer. Et Ngouabi, qui, se rapprochant de Yombi, rappelle que Sassou fait ça aux autres. Il ne faut pas être surpris qu'un jour les autres aussi réagissent. Bon, il oublie que lui-même aujourd'hui fait ça aux autres, Sassou. Il fait peut-être pire. Voilà quelques petits éléments qui, je l'espère, peuvent édifier les Congolais et édifier le petit Dominique qui doit comprendre que celui qu'il appelle papa, puisque j'ai bien compris son message en Kouyou, est certainement un père, oui, mais bon, est-ce que papa le vrai Ngouabi aurait agi de la même manière à son égard? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que chacun de nous est libre de comprendre le monde comme il l'entend. Je ne suis pas plus intelligent que Dominique, je ne suis pas plus intelligent que quiconque, mais je donne un certain nombre de pistes et d'indices, et à chacun de réfléchir. Alors maintenant, pour, encore une fois, lever la peur chez certains Congolais, j'ai toujours dit que Sassou, c'est franchement, je ne sais pas. Nous avions, moi je le répète encore, un grand de chez moi, qui s'appelait Apanga. Apanga, d'ailleurs c'est dommage que les gens aient empêché Apanga d'arriver au bout de ce qu'il souhaitait. Sassou avait tellement fait du mal à Apanga qu'Apanga avait pris un jour la décision de, comme il disait lui-même, je vais lui ouvrir les boyaux. Et d'ailleurs il est passé par 2 fois ce jour-là, chez Sassou au camp 15 août. Sassou avait fui. Et les gens l'avaient caché à la base, donc, puisqu'il était au GAP. Il a fouillé sa maison, parce qu'il avait peur d'Apanga qui allait le tuer. Et Apanga a dit à sa femme, Claire, la femme là, à l'époque c'était donc Dira, madame Dira, enfin sa première épouse, hein. Et d'ailleurs lui disait, tu as vu ton mari ce matin? Mais sache que c'est la dernière fois que tu l'as vu. Bah, 2 fois Apanga est passé et ça soit fouillé. Et il a fallu d'ailleurs que, un peu par mois, hein, lui donne 3 gardes. Parce que Sassou à l'époque était capitaine, n'avait pas droit à la garde. C'est la première garde que Sassou a eue dans sa vie, c'est à cause d'Apanga. Donc on a envoyé la garde chez Sassou, parce que Apanga voulait le tuer. Et il y avait 3 militaires, donc, des GAP, qui sont venus garder Sassou. C'est comme ça qu'il a pu rejoindre son domicile. Voyez-vous? Donc c'était un peureux, Sassou. Un gros peureux. Les militaires doivent le savoir. Aujourd'hui, quand ils parlent tout le temps, ils bombent le torse, ils tirent toute la couverture de son côté, c'est comme si c'était le plus brave. Non, pas du tout. Et quand je dis que
c'est quelqu'un qui est là par défaut. En fait, Sassou n'a aucun mérite. C'est quelqu'un, tout lui est arrivé, je ne sais pas moi. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est toujours dans les dires de mon oncle, le propre père de Sassou, le propre papa de Sassou, celui qui l'a mis au monde, avait dit un jour à Lekunju, en Mboshi, il dit, mais c'est lui-là que vous avez choisi vraiment pour être le chef, pour être votre chef. Son propre père, hein? Et le Kunju est encore vivant, bien que diminué. Le Kunju peut témoigner ce que je dis. Parce qu'encore une fois, je ne dis pas de bêtises, parce que je sais que mon oncle est un homme pointueux. Et il n'avait pas intérêt à me dire à moi qu'il formait. Il ne pouvait pas me dire des bêtises. Il voulait que je comprenne le Congo. Il voulait que je sache quel est réellement ce pays, qui est réellement, enfin, je veux dire, connaître bien les hommes, bien que nous n'étions pas de cette génération. Donc il me disait des choses. Et le propre papa, comme on dit, le père connaît bien ses enfants, qui dit à Lekunju Mboshi, mais c'est vraiment lui là, parlant de Sassou, hein, c'est lui que vous avez choisi pour être votre chef. Parce qu'il connaissait les lacunes, les limites de son enfant. Et c'est vrai, vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui. Sassou, c'est un homme qui ne comprend rien. Vous voyez le nombre d'années qu'il a passé au pouvoir. Aujourd'hui encore, il est comme un apprenti. C'est-à-dire qu'il n'a franchement aucune maîtrise de dossier, rien. Regardez au pays, le pays se meurt aujourd'hui. Parce qu'économiquement, il est incapable. Et ce n'est pas qu'il fasse exprès. Hein. C'est parce qu'il n'en a pas les capacités. C'est comme si vous dites à un enfant de 3e, ce qui est son cas, de résoudre des équations d'un niveau universitaire. C'est pas possible. Quelle que soit sa volonté, il ne peut pas. Sauf si vraiment on est un génie, hein, puisque, bon, c'est vrai. Mais ça, c'est le cas. C'est pas le cas de Sassou, c'est pas un génie, on le voit d'ailleurs. Hein. Et quand je dis que c'est quelqu'un qui ne sait même pas, parfois il lit des choses sans même savoir le contenu. Ngouabi a beaucoup soutenu Sassou. Hein. Comme je l'ai dit, il faisait partie des 4 auxquels Ngouabi pensait pour un jour lui succéder en cas de problème. Donc il l'a beaucoup protégé. Il a protégé ses lacunes, ce qui est une erreur pour le pays d'ailleurs. Ngouabi n'avait pas bien choisi ses hommes, hein, s'il faut bien voir. Alors, lorsque Sassou et les autres réussissent à faire tuer Jawara, donc là nous sommes en 1972, une fois que Jawara est mort, Sassou prend le contrôle de ce qu'on appelle la commission permanente à l'armée. Donc c'était le poste qu'occupait Jawara avant. Donc c'est Sassou qui lui succède à ce poste. Et pour vous dire combien ce gars-là, il ne connaît rien. C'est-à-dire qu'il peut même lire un texte, mais comme il n'a pas un niveau, il faut bien le dire, hein, c'est pas une insulte, c'est une réalité. Il n'a pas un niveau pour comprendre certaines choses ou pour bien lire entre les lignes. Alors, on sort une note, et tous les vieux militaires vous le diront. Hein, parce que c'est une affaire qui avait vraiment fait, qui avait mis tous les corps de l'armée, les gens étaient vent debout hein, pour cette affaire-là. En 1972, donc, Sassou, président de la commission permanente à l'armée, sort une note, ce que l'on appelait la note 3020. Hein, c'est vraiment, ça fait parler hein, dans ces pays-là, la note 3020. Tous les anciens militaires vous le diront. Et cette note-là allait à l'encontre de ce qu'il fallait vraiment dire, de ce qu'il fallait faire. Donc, l'armée était debout. Voyez-vous? Et Sassou ne comprenait pas que les gens se mettent debout, mais justement parce qu'il n'avait pas compris le fond de cette note qui avait été rédigée par son cabinet à l'époque. Et après ça, la personne, celui qui était en tête du cabinet, il vit encore. Il s'agit de Ngoma Foutou. Donc lui aussi peut témoigner. C'est un militaire aussi. Il peut témoigner, Ngoma Foutou peut témoigner que la note donc sortie du cabinet de Sassou a failli faire basculer le pouvoir de Ngouabi après la mort de Jawara en 1972. Et Sassou était surpris. Et donc Ngouabi, comme il fallait protéger encore une fois son poulet, ben, il a fini par retirer cette note. Je relève ça pour vous dire à quel point ce mec-là, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, il ne comprend rien. Et Ngouabi d'ailleurs l'appelait le paresseux. Ngouabi dit, vous voyez, quand je vous dis que Sassou est paresseux, voilà, là il n'a pas lu la note, il l'a publiée. Et Ngouabi, on voulait Ngoma Foutou. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, Ngoma Foutou et Ngouabi, plutôt Ngoma Foutou et Sassou, leurs problèmes sont partis de là.
Parce que, comme Ngoma Foutou était le chef du cabinet, c'est les Ngoma Foutou qui ont rédigé cette fameuse note. Et Sassou, en tant que chef, donc forcément, avant de la rendre publique, doit avoir lu et s'il y avait des imperfections, il fallait les corriger et tout ça. Et il publie la note en l'état. Et après, ça lui retourne dessus et il en veut à Ngoma Foutou. Mais ça veut dire quoi? Que c'est encore une fois un homme limité qui ne peut pas lire et comprendre. Aujourd'hui encore, vous le voyez dans ces discours qu'il lit, des discours fleuves qu'il lit, parce que c'est une juxtaposition. Et tel conseiller rédige tel parti, tel bon, comme ils sont tellement nombreux, et à la fin, bon, on les met, on met les parties les unes après les autres, et voilà, les discours peuvent faire même 20 pages, 30 pages pour faire passer quoi? Un message complètement vide. Mais s'il comprenait, il allait faire une synthèse et aller à l'essentiel. Mais il ne comprend pas, vous voyez? Alors aujourd'hui, le pays est victime justement de l'incapacité de celui que les Congolais ont choisi de mettre devant, parce que c'est la force des armes et rien d'autre. Et comme dans le système, il y a des gens qui tirent leur parti, qui tirent leur épingle du jeu, bon, ils préfèrent que ça se reste là, parce que eux, en fait, ce sont eux les gros bénéficiaires. Ils ont affaire à un mec qui ne comprend rien, donc c'est une marionnette, et ils terrorisent le peuple. Bon, eux, ben, ce sont tous les gros gagnants. Donc ça serait là en fait, pour servir leurs intérêts en réalité. C'est vrai, ça se sert les siens et ceux de sa famille, mais il y a un groupe de personnes au Congo qui, bien que conscient du fait que Sassou a des lacunes, qu'il ne peut pas, que c'est au-dessus de ses moyens. La gestion d'un pays, c'est au-dessus de ses moyens, comme l'avait dit son propre père à Lukunju en Mboshi. Mais ces gens-là préfèrent garder Sassou là, parce que, bon, ils vont mieux avoir un idiot devant, et puis nous, on profite derrière. Bon, en même temps, Sassou, dans sa stratégie des hommes qui n'ont pas justement l'intelligence, ben, il a une stratégie très simple. Hein. C'est d'élever toujours des gens qui n'ont aucun mérite comme lui, pour en faire des fidèles, puisqu'ils sont nombreux au Congo à savoir que si Sassou n'est pas là, ben, ils n'existeront pas, parce qu'ils n'ont aucun mérite, comme Sassou lui-même n'a aucun mérite. Donc ces gens-là, ils sont prêts à tuer, à faire que Sassou soit là, quitte à ce qu'il reste éternel. C'est ça la réalité hein, du système Sassou. Donc, voyez-vous, les Congolais n'ont pas à avoir peur de ce mec-là. C'était un peureux, Apanga l'a prouvé. Et pour éliminer Apanga, bon, ben, c'est encore Sassou. C'est dommage que Apanga après baissé la garde. Parce qu'avec Sassou, il ne faut pas baisser la garde. Hein. Quand vous êtes rentré une fois en contradiction, il ne faut jamais baisser la garde. Parce que lui, il va toujours reculer, te faire oublier même. Mais après, il revient à la charge au moment où tu ne l'attends pas. C'est comme ça que, bon, Apanga un bonjour, on a monté quelqu'un en se faisant passer pour un fou. Et donc, c'est ce fou-là qui va agresser Apanga à coups de pierre et tout ça, jusqu'à les tuer. Agressé par surprise. Mais enfin, en réalité, ce n'était pas un fou. C'était un homme préparé. Voilà, c'est des méthodes. Donc, pour parler de la bravoure dans l'armée, il faut que les gens comprennent que celui qui nous dirige aujourd'hui, c'était le plus peureux. C'était le moins méritant. Et Onga et Sassou. Onga était au GAP. Et revenant de Raya, comment on appelle le pays en URSS, là où on forme les parachutistes, le nom m'échappe aujourd'hui, Ryazan, je crois, hein, une affaire comme ça. Donc, plutôt Onga était un commando. Et il n'avait jamais accepté que le GAP soit dirigé par un inapte comme Sassou. Puisque quand Yombi quitte le GAP, après avoir été humilié par la troupe, parce qu'on l'avait mis en prison, la troupe l'avait mis en prison, lui en tant que chef de corps, là je parle de Yombi, et Ngouabi, pour l'honneur, a préféré le déplacer, donc l'a enlevé enfin, l'a démis de ses fonctions de chef de corps du GAP, et c'est Sassou qui en avait pris donc la direction. Bon, il avait comme adjoint le général Ndoulou à l'époque. Alors,
le même Sassou donc, chef de corps, Onga, ne supporte pas qu'un inapte, selon Onga, dirige le corps. Bon. Comme ça n'allait pas bien entre Sassou et Onga, Ngouabi a appelé Onga auprès de lui à la présidence. Et voilà comment Onga devient, enfin prend la tête de la garde de Ngouabi. Mais toujours est-il que Ngouabi, qui était un homme parfois très fin et moqueur, pour tester tout ce qu'Onga lui disait, ben, un jour, Ngouabi organise ce qu'on appelait un saut de maintien. Un saut de maintien. Donc les chefs de corps, tous les grands officiers devaient sauter, devaient faire. Ce jour-là, il fallait faire le saut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, Onga a eu raison. Parce que Sassou, lors de ce saut-là, il a fait une chute comme une pierre. C'est-à-dire que franchement, il est tombé, il s'est fracassé de partout. Il avait le sang qui coulait partout, aux oreilles, au nez, et tout. On l'a emmené d'urgence à l'hôpital militaire et puis transféré, je crois, en Hongrie, en Allemagne pour des soins. Je crois que c'est en Allemagne, en RDA à l'époque. Il a fait 6 mois en RDA. Il allait crever, c'est celui qui se passe aujourd'hui pour un homme brave. Voilà. Et Onga n'a pas arrêté de rigoler. Pour dire à Ngouabi, voilà, je t'ai dit, un chef de corps, un inapte. Et donc, pendant 6 mois, Sassou était complètement resté à l'extérieur pour se soigner parce qu'il n'a pas pu faire un saut. Et lui, chef de corps, vous imaginez, chef de corps qui fait un saut, il tombe comme un sac et il se fracasse. D'ailleurs, vous le voyez, il tire souvent sa jambe là, c'est tout ça. Hein. Donc voilà encore une fois, et Onga, évidemment, rigolait, et Ngouabi, ça c'est encore une fois mon oncle qui me rapporte, puisque Ngouabi était encore une fois très proche de mon oncle, et ça se le sait d'ailleurs. Et mon oncle, je le dis en passant, a joué un grand rôle dans le mariage entre Edith et Bongo, parce que mon oncle a beaucoup travaillé avec Bongo, et Ngolondele peut le témoigner. Le général Ngolondele était à l'époque chef des services de renseignement, et mon oncle avait quitté plus ou moins ses services sur Ngouabi, mais il travaillait beaucoup plus pour Bongo. Et donc, le relais, en tout cas entre Sassou et Bongo, pour le mariage d'Edith, mon oncle a été vraiment beaucoup, il a joué un rôle déterminant là-dedans. Et je me souviens, j'ai vu souvent au Nyangé, l'ancien Hollande, venir chez nous à la cathédrale, à la maison, pour cette histoire. Donc là aussi, ce sont des trucs que je connais bien. Un jour, je pourrais peut-être détailler. Je sais à peu près comment ça allait se passer. Parce que Bongo était, encore une fois, très proche de mon oncle. Et je le dis encore, le général Ngolondele est vivant. Il peut le témoigner. Voilà. Donc, je ne dis pas des choses, encore une fois, en l'air. Alors, donc, quand Sassou fait sa fameuse chute en tant qu'inapte, confirme aux yeux de Ngouabi que c'est un inapte, c'est le général Ndolou à l'époque, donc c'est le commandant, je crois, à l'époque, Ndolou, qui assure l'intérim de corps. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de choses. Ndolou était capitaine, non, Sassou capitaine, je crois, Ndolou lieutenant, pour une histoire de voyage, où Sassou ne voulait pas que les autres voyagent. Je me souviens, Ndolou lui a sorti, il m'a dit, mais toi Sassou, tu gonfles là, pourquoi? Toi, tu es capitaine, mais moi, j'aurais pu être capitaine aussi. Si tu es capitaine là, tu sais comment. En fait, c'est une manière de dire en Ngouabi, à Sassou, que tu n'as aucun mérite. Si tu es capitaine, c'est parce qu'il y a une histoire de tribu. Tu es tiré par Ngouabi et Yombi, c'est tout. Et tu n'as aucun mérite. Et c'est ce que Sassou fait aujourd'hui. Il élève les gens, simplement par des raisons tribales. Toute sa vie, il a bénéficié de cela. Donc, c'est ce qu'il fait bénéficier aujourd'hui aux siens. C'est cela. Tous. Et d'ailleurs, il faut que les Congolais sachent que la plupart des coups d'État que Ngouabi a subis, c'est un peu cela qui énervait les gens. C'est-à-dire que les bons militaires ne comprenaient pas qu'on fasse autant de faveurs à un inapte comme Sassou qui n'avait vraiment rien de militaire. Et chaque fois, bon, lui, il avançait dans le galant, ça frustrait les gens, ça créait vraiment un ressentiment terrible. Et Ngouabi a subi cela. Ngouabi a subi beaucoup à cause de cela. Bon, mais on va vous dire que c'est comme ça. Donc, je ne veux pas être trop long pour aujourd'hui, je voulais simplement dire cela, que les Congolais sachent. Mais Ngouabi, le pauvre Ngouabi a beaucoup subi aussi, parce que au niveau des Kouyou, c'est pour ça que l'histoire de Ngouabi est compliquée. Et ça, il faut que Dominique le sache. Parce que pour ceux qui connaissent bien Oando, il y a ceux qui considèrent qu'ils sont des vrais Kouyou. Les vrais Kouyou, c'est-à-dire ceux qui sont de la rive, on va dire la rive, si on se place par rapport à Brazzaville, on va dire la rive gauche de fleuve Kouyou. Bon.
ceux-là, ils considèrent que eux, c'est des vrais couillous. Et ceux qui sont après le fleuve, donc en allant vers Makwa, ben, qu'on appelle d'ailleurs là-bas les Portugais, c'est-à-dire pour eux, pour les couillous, les vrais, ils considèrent que ceux-là, ce pas des vrais couillous. Donc ils sont un peu ostracisés, ils sont marginalisés, on les considère moins. Et Ngwabi avait la malchance d'être de ceux-là, puisque Ombélé, son village, est situé après le fleuve Kouyou. Donc en allant vers Makwa. Alors, de sa jeunesse, il a beaucoup subi hein, des humiliations, parce que c'est des gens qui devaient traverser le fleuve pour venir à l'école. Voyez-vous, et Ngwabi rapportait même à l'époque à ses amis que quand il était jeune, parfois, il était obligé de traverser à la nage avec ses cahiers. En tout cas, il traversait pour aller chez lui à la nage. Donc, vous voyez, tout ça, ça faisait l'objet de moqueries. Ce qui fait que, même devenu grand, hein, c'est cette inconsidération ou ce mépris a continué. Donc, les gens comme Onga, qui se considéraient comme des vrais couillous, n'ont jamais eu véritablement de respect pour Ngwabi, qu'eux, ils considéraient comme un sous-couillou. Alors, tout cela s'est manifesté, même dans la manière de considérer la personne de Ngwabi, bien que devenu président. Et c'est cela qui a fait que Ngwabi ait eu beaucoup plus de penchant envers Sassou qu'envers les autres Kouyous. Parce que Ngwabi, étant enfant unique, pensait que les Kouyous ne l'aimaient pas véritablement. Et donc il a fait de Sassou un peu le petit frère qu'il n'avait pas. Mais il ne savait pas que c'était celui qui allait certainement le tuer. Ou au moins faire partie de ceux qui allaient le tuer. Puisque Sassou s'était toujours allié opportunément à Yombi au moment quand cela l'arrangeait. Et quand ça ne l'arrangeait pas aussi, c'est lui souvent qui trahissait Yombi. Et d'ailleurs, tout le temps, Sassou a succédé à Yombi à des postes. Lorsqu'on enlève Yombi à un poste, c'est Sassou qui prend le poste. Bon, ce qui est un peu... C'est triste, hein. C'est-à-dire quand je pense à tout ça, je me dis, mais les Yombi aussi étaient bizarres. Parce que un ami ou un frère ou un petit frère, puisque Yombi considérait Sassou comme son petit frère, un petit frère ne peut pas accepter de prendre la place de son grand frère. C'est-à-dire, on enlève ton grand frère et tu prends sa place. Chaque fois, c'est comme ça. Yombi devait quand même s'interroger hein, sur la sincérité de ce petit frère. Mais enfin, c'est leur époque, vous me direz. Donc, voilà, Sassou a beaucoup bénéficié comme ça je dirais, de l'inconséquence de ces gens-là à l'époque, Ngwabi lui-même hein, en premier, et Yombi, enfin, bref. Voilà, il a fait son petit chemin comme ça, dans les intrigues, trahir les autres ou monter des faux coups, des fausses fiches, faire des fausses fiches contre les autres. Et lui, il sait comme ça, gagner la confiance de Ngwabi qui était, on va dire, un peu, je ne vais pas utiliser le mot naïf, mais enfin, il était très peu regardant. Peut-être parce que, encore une fois, étant considéré comme un sous-couillou par les autres couillous, bon, il trouvait qu'il fallait s'appuyer sur Sassou. Et Sassou, on a profité, c'est tout. Et puis bon, il y a d'autres Congolais qui existent encore aujourd'hui, qui ont aidé Sassou à se construire, à le porter le 5 juin. Beaucoup doivent regretter aujourd'hui, puisque c'est devenu une affaire d'embauchis. Donc voilà, encore une fois, pour ne pas être trop long, j'ai voulu dire ça pour que les Congolais passent de bonnes fêtes avec de bonnes informations que beaucoup de gens n'ont pas forcément connaissance. Et aussi pour dire à mon petit frère Dominique Ngwabi que maintenant c'est un homme et il faut qu'il comprenne bien que la vie, il y a des âges où on ne doit plus être là à penser ce que l'on pensait lorsqu'on avait 15 ou 20 ans. Hein. Il faut maintenant être un homme, il faut savoir regarder les choses dans tous les contours, et puis, bon, savoir quelle conduite tenir face à un environnement qui peut être hostile. Voilà. Donc voilà un peu hein, ce que je souhaitais faire passer aux Congolais comme message pour cette fin d'année, et surtout à l'approche de l'élection
Et donc, des jours troubles certainement qui nous attendent. Je prendrai un jour le temps de parler de mon coco, l'affaire mon coco, comment mon coco est devenu candidat et pourquoi. Il y a beaucoup de problèmes, hein, le Congo. Et pourquoi aussi il a échoué dans sa démarche. Hein. Et il y en a qui aujourd'hui pensent que je deviens, moi, un anti-mococo, ou du moins ceux qui pensent que en disant cela, ils vont se hisser. Non, moi je ne suis pas un anti-mococo, mais simplement je connais beaucoup plus de choses même que ceux qui se prétendent être des mococoïstes ne savent. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mon oncle m'a formé de façon à ce que je ne mette jamais mes pieds là où je ne sais pas. C'est-à-dire quand je mets mon pied quelque part, ça veut dire que je me suis bien assuré que le sol est bien solide, et sinon je ne mets pas mon pied. Ça veut dire que, en d'autres termes, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un comme un mouton. Donc si je dis je suis quelqu'un, ça veut dire que je rentre dans certaines confidences qui me mettent en confiance ou pas. Et donc je sais pourquoi je vais. Donc si je suis mon coco, ça veut dire que j'étais suffisamment bien introduit pour savoir un certain nombre de choses qui pourraient me convaincre à dire, bon, ok, ancien, on y va. Parce que lui, il m'appelle Bleu, moi je l'appelle ancien. Avant de se déclarer candidat, mon coco m'a appelé de Bangui pour me dire, bon, Bleu, finalement, j'y vais. Il sait pourquoi il a dit. Il sait aussi ce que nous nous sommes dit. Il sait ce que je lui ai dit. Et quand il me dit, Bleu, finalement, j'y vais, je lui dis, ok, ancien, je suis avec vous. Et je suis resté avec lui jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, je suis le seul de mon cocoïste, puisque c'est le mot utilisé, qui fait face à la préélection, parce que je dois, en début d'année prochaine, affronter M. Bernard Squarcini, qui n'est pas n'importe qui. Et toujours dans le cadre de l'affaire Mokoko. Et nous ne sommes pas deux. Je suis le seul à être attaqué par Sassou Okemba et M. Squarcini, qui n'est qu'un pion. Alors, s'ils le font, c'est parce qu'ils savent quelle était ma place dans ce dispositif Mokoko. Ça, c'est très important. Et je ne connais pas un seul qui a suivi Mokoko et qui aujourd'hui doit affronter Sassou Okemba et ses réseaux des renseignements français. Et quand je le fais encore une fois tout seul. Parce que je ne suis pas une femme. J'affronte tout seul. Ni Mokoko, ni ses parents, ni ceux qui prétendent être ces hommes. Il n'y a personne qui a même essayé de comprendre ce qui se passe. Mais bon, comme je suis un homme digne, je ne vais pas couler mon coco, je vais au contraire le sauver. Je vais laver sa face. Je vais tenir l'affront. Encore une fois, sans mon coco, et pourtant il est vivant, sans ceux qui prétendent être les siens, sans ses parents, sans personne. Vous voyez? Qu'il s'agisse de mes frères d'avocat, de tout, c'est moi-même. Et quelques-uns de mes frères dignes. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre, je le dis. Donc il faut que les gens arrêtent de raconter leurs conneries, parce que si un jour je devenais comme certains, je crois que nombreux allaient le regretter. Mais bon, je pense que je suis suffisamment responsable pour ne pas le faire. Mais ça me forge encore plus. Donc voilà. Encore une fois, joyeux Noël à tous et à toutes. Et que Dieu bénisse le Congo. Merci.